Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 décembre et nous allons commencer le journal du jour en parlant de la performance de Safonov et du 6e titre du Paris Saint-Germain. Un match face à Flamengo qui n'a pas été évident, très loin de là, mais qui était tout de même assez riche en enseignements et super intéressant. On parlera également des finances de l'Olympique de Marseille parce qu'on a eu un papier là-dessus dans le journal L'Équipe. On parlera de Kylian Mbappé qui enchaîne les buts comme des perles. On parlera de Luis Suarez et d'Alojo, deux dossiers très différents, mais deux joueurs dans des situations sportives pas à leur top, sauf qu'il y en a un qui a 38 ans et l'autre qui est plus jeune. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Est-ce qu'on entre dans l'ère Safonov? Il était titulaire surprise avec le Paris Saint-Germain face à Flamengo. Il a connu un match plutôt tranquille, mais où il a fait le taf, où il a été extrêmement rassurant pour ses défenseurs centraux. Et puis surtout, il y a eu une séance de tir au but où il s'en est sorti comme un roi, ou pour reprendre le jeu de mots du journal L'Équipe, comme un tsar. Safonov marque de gros points par rapport à Chevalier, son concurrent direct arrivé au cours de l'été. Et là, franchement, je suis très curieux de voir la suite. En tout cas, sur le match au global, voici les compositions qui étaient alignées. Gvara a été buteur pour le Paris Saint-Germain. Vitinha a été élu homme du match par la FIFA. Quelle blague, c'est évidemment Safonov qui aurait mérité ce titre. Mais j'ai également beaucoup apprécié le match de Zaïre Emery du côté du PSG. Il revient en grande forme. Ça fait plaisir de le voir réussir à s'épanouir dans un poste de simili latéral droit. On est rassuré, on voit qu'il y a des solutions à Paris, même en l'absence d'Achraf Hakimi. Mais en dehors de ça, c'est pas pour rien que ça a été jusqu'au tir au but, c'est parce que le match était tout sauf évident pour Paris. T'as eu beaucoup d'irrégularités et pour moi, il y a deux offensifs qui le symbolisent bien. C'est Désiré Doué qui fait son retour dans l'équipe, qui a connu une phase de blessure, mais qui honnêtement était le Désiré Doué qui m'agace parfois un petit peu, qui tente de trouver les solutions seul et qui au final te sort un match relativement brouillon. Et le deuxième qui m'a agacé, c'est Dembélé qui l'a remplacé, un Ousmane Dembélé qui est en prise avec des blessures depuis le début de saison, qui grappille quelques minutes de jeu ici et là. Le grand Dembélé, on ne le revoit pas pour le moment, et lui aussi il a signé un match qui était relativement brouillon. Alors les attaquants sont pas les seuls sujets, hein. Marquinhos, c'est ton capitaine, c'est ton joueur d'expérience, et malgré tout il concède un penalty complètement idiot, et derrière tu sens qu'il coule mentalement. Et oui, ce Paris Saint-Germain est une équipe qui mentalement au global est désormais très solide. Il suffit de voir le nombre de succès qu'ils vont chercher au tir au but, et pour ça faut être bien dans ses baskets. Mais Marquinhos, j'ai l'impression qu'il y aura toujours un sujet sur ça autour de lui. Légende du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Joueur incroyable, exemplaire, joueur qu'il faut saluer. Je suis d'accord avec tout ça. Mais il y a un moment, il faut peut-être préparer l'avenir. Et moi, j'ai toujours l'impression que Marquinhos, à tout moment, il peut dégoupiller. Mais bon, je vais pas faire une fixette là-dessus. Si on regarde les statistiques de la rencontre, on réalise que le côté brouillon du Paris Saint-Germain ressort bien, parce qu'ils ont eu quand même quelques belles occasions. Et Flamengo, franchement, avec le penalty concédé, tu te rends compte que ça a augmenté également leurs chances de victoire. C'est un match où le PSG s'est pas rendu service en fait. C'était pas un grand PSG qui a sorti un grand match, mais en tout cas le résultat, ce qu'on retiendra dans l'histoire, c'est un 6e trophée pour cette saison. C'est incroyable, ce PSG est vraiment très très fort. Est-ce que l'Olympique de Marseille est en galère financière? En tout cas, on a un gros papier du journal L'Équipe qui nous parle de ça aujourd'hui. Je vous invite à aller lire, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il faut en retenir? On va voir les principaux points. Déjà, il y a un déficit chronique du côté de l'OM. Chaque année, tu perds de l'argent. Et ça rappelle à quel point Franck McCourt est un actionnaire important pour le club. Je l'ai toujours défendu, même durant les périodes un peu plus compliquées. Pour moi, le seul gros défaut de McCourt en tant que propriétaire, ça a été de pas toujours savoir s'entourer de façon pertinente. On a tous Jacques-Henri Hérault en mémoire, mais en dehors de ça, des fois tu as des propriétaires qui sont un peu radins, qui n'ont pas des projets très clairs pour leur club. Le McCourt, il a toujours investi au sein de l'Olympique de Marseille, et quand tu regardes les comptes, tu te dis que tu es bien content de le trouver pour apporter des garanties financières. Tu as également une masse salariale qui augmente sans cesse en fait depuis 8 ans, je sais pas comment vous dire ça, tous les ans, sans exception, ta masse salariale augmente, et on peut se dire que c'est affolant à un moment où la Ligue 1 a un discours où il faut réduire les masses salariales, mais déjà depuis 8 ans, ça parle des précédentes années, les chiffres s'arrêtent et ne sont pas tout à fait à jour du côté du journal L'Équipe, donc c'est déjà quelque chose qui pourra s'inverser avec le problème de droit TV, mais en plus, ça fait pas pour autant que les finances de
de l'OM sont plus mauvaises qu'auparavant, ton résultat net ne plonge pas malgré l'augmentation de ta masse salariale, donc en fait, c'est juste un investissement qui a l'air de plutôt porter ses fruits. Alors évidemment, économiquement, quand on dresse le tableau de Marseille, il y a une certitude, il faut que tu ailles chercher la Coupe d'Europe, voire la Ligue des Champions. Ton club est calibré pour ça, que ce soit tes transferts, que ce soit tes montants de salaire, mais en même temps c'est le cas de beaucoup de clubs français, et j'ai envie de dire, s'il y en a bien un derrière le Paris Saint-Germain qui peut légitimement avoir cette ambition en France, c'est l'Olympique de Marseille. C'est un club qui a également eu une valorisation de son effectif qui a sensiblement augmenté. Les chiffres nous mettent en avant 120 millions d'euros d'estimation de l'effectif en 2016, 311 millions en 2024. Le journal L'Équipe ne donne pas de chiffres plus récents, mais il se base sur Transfermarkt, donc je peux vous donner le chiffre pour 2025. C'est quasiment 400 millions d'euros. Donc c'est une équipe qui monte en puissance, et même si tu as du déficit, moi j'aurais tendance à dire que c'est un projet cohérent, c'est un projet qui est bien mené, et c'est finalement de l'investissement sur le très long terme qui fait sens. Je pense que si un jour l'Olympique de Marseille se retrouve sur le marché des clubs vendus, Franck McCourt retrouvera une bonne partie de ses investissements, donc la gestion est juste à saluer, même si effectivement tu es sur le fil. Est-ce qu'Mbappé est plus fort que Cristiano Ronaldo au Real Madrid? Hier, il a inscrit un doublé face à Talavera, son 57e et 58e but avec le Real Madrid au cours de l'année civile 2025, et il se rapproche donc dangereusement du record de Cristiano Ronaldo qui est de 59 buts en une année civile au Real Madrid. C'était en 2013. En même temps, il faut se rendre compte de la dinguerie statistique qu'est Kylian Mbappé au Real Madrid. Regardez-moi ça, j'ai l'impression qu'on a tendance à galvauder ses performances parce qu'il y a les questions d'efforts défensifs, il y a les questions d'équilibre de l'équipe, il y a les questions de quelle place pour les autres stars. Mais en attendant, au moment de faire les comptes, Mbappé, c'est un match, un but, et même plus que ça cette saison, donc c'est juste phénoménal. Certains diraient, ouais, mais il est présent dans les petits matchs. Alors déjà, les grands attaquants marquent tous dans les petits matchs, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'équilibre d'une saison, mais Kylian Mbappé, avec le Real Madrid, il a renversé le score, il a été présent dans les grandes rencontres plus d'une fois. Et même hier, ok, t'es contre un club de 3ème division, mais regardez le score, tu gagnes 3-2, sans les deux buts de Kylian Mbappé, tu le remportes pas ce match. Regardez les compositions, Mbappé était pas forcément entouré des meilleurs joueurs, et ça a été lui le meilleur de l'équipe. Alors certes, il y a un but sur penalty, mais sans lui, tu perds, et ce constat, tu l'as régulièrement du côté du Real Madrid. Donc est-ce que Mbappé est plus fort que Cristiano Ronaldo en 2013 ? Honnêtement, je vais même pas me prononcer là-dessus, je trouve que comparer des époques, c'est toujours extrêmement complexe. Qu'il batte ou pas son record, moi, il y a un truc qui reviendra sans cesse dans ma bouche, c'est qu'on peut faire des critiques autour de Kylian Mbappé. Tous les joueurs sont critiquables. Même Messi, à sa meilleure période, était critiquable pour certains sujets. Mais il faut quand même pas oublier que quand tu as un attaquant qui est capable de te planter autant de buts, c'est pas du hasard. Il y en a pas 1000 qui font ça dans la planète football, et c'est à saluer. Il y a un moment, on s'incline et on dit bravo monsieur. À 38 ans, Suarez a toujours faim de football et il n'a rien perdu de son mordant. Il va prolonger avec l'Inter Miami, et oui, il a perdu de son mordant quand même, faut pas déconner. J'ai fait ça simplement pour faire la référence et essayer de vous décrocher un sourire. Mais en tout cas, l'histoire d'amour entre Luis Suarez et l'Inter Miami, elle se prolonge, et c'est assez intéressant de voir que c'est un joueur qui a une carrière hyper longue. On a tendance à parler de longévité pour pas mal de joueurs, mais quand t'es un attaquant, c'est un petit peu plus difficile, et tout le monde n'est pas Messi ou Cristiano Ronaldo. Je pense pas qu'il faut en faire les maîtres étalons de l'évaluation de la longévité d'un joueur. Donc 38 ans pour Suarez, ça reste une exception, même si évidemment l'Inter Miami, la MLS, c'est un petit peu plus compatible en termes de rythme que ce qu'il a pu connaître dans des championnats plus éprouvants dans le passé. D'ailleurs, il faut rappeler que l'Inter Miami, c'est pas n'importe quel club de MLS. Regardez-moi l'équipe type, c'est la maison de retraite du FC Barcelone, avec Alba, avec Busquets, avec Messi, avec évidemment Suarez du coup, mais même Mascherano sur le banc. Et fait rigolo, dans la carrière de Luis Suarez, j'ai totalement tendance à zapper qu'avant l'Inter Miami, entre l'Inter et l'Atlético Madrid, t'as eu deux clubs. Il y a eu le retour à son club formateur de national, et il y a eu un club brésilien également, et franchement, ça je sais pas pourquoi, mon cerveau il a du mal à l'assimiler, mais comme je disais, la MLS c'est un bon choix pour la fin de sa carrière. Même en 2022, à la fin de sa période Atlético, tu sentais que physiquement ça commençait à tirer. Au moins là, il est avec des joueurs qu'il connaît bien, probablement de très bons amis. Ils doivent toucher un beau petit salaire, parce que oui, la MLS ça paie quand même pas mal, et franchement, ça fait toujours plaisir de voir Suarez quand on allume un match de MLS, même si faut pas s'attendre à revoir le Suarez époque Liverpool ou Barça, bien évidemment.
Voyage spirituel en Israël, puis vacances avec sa famille du côté de l'Uruguay, Araujo est en train de connaître une véritable renaissance. Est-ce qu'il va revenir à son top? En tout cas, on ne l'a pas vu sur les terrains depuis fin novembre. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de dire à votre employeur « je prends 40 jours de pause et je reviens » parce que selon Marca, il devrait faire son retour tout début janvier. Alors on rappelle qu'Araujo, il traverse une période extrêmement compliquée. Son dernier match, c'était synonyme de naufrage et finalement, il a quand même accumulé les prestations où il était totalement hors sujet et où il commence à devenir monsieur carton rouge, ce qui est pas un bon truc dans le foot et encore moins quand t'es défenseur central. C'est quand même un naufrage. Il faut se rendre compte qu'Araujo, à une époque, s'était vu comme un défenseur central d'avenir du côté du FC Barcelone, comme un mec autour duquel t'allais pouvoir bâtir ton équipe, comme un capitaine en puissance qui allait être un facteur de certitude. Aujourd'hui, c'est bien évidemment totalement l'inverse. Il a vu sa valeur marchande totalement décroître et c'est une belle épine dans le pied du Barça s'il se relance pas puisqu'il a prolongé début 2025, bah ouais, il est engagé jusqu'en 2031, c'est quand même beaucoup d'années de contrat pour un joueur où tu te demandes ce qu'il va pouvoir faire dans l'effectif au cours des prochains mois. Alors Araujo reste jeune, c'est un joueur plein d'avenir, il a encore de très nombreuses années au très haut niveau, donc ce serait un peu tôt pour le condamner, mais j'espère que petit 1, son voyage spirituel et petit 2, son retour auprès de sa famille lui permettront de retrouver un petit peu de sérénité mentale, parce qu'on sait comment ça se passe dans le sport de haut niveau, il y a des qualités techniques, il y a des qualités physiques, mais après tout, Araujo les avait à une époque, je pense pas qu'il ait totalement perdu son potentiel, mais il y a également un bien-être mental qui est important, tu peux rentrer dans des cercles vicieux, j'espère que cette pause lui permettra de briser tout ça et qu'il revienne fort pour le Barça. Terminé pour le journal du jour, bon bah une nouvelle fois j'ai pas tranché le sujet de l'après-midi, donc je vous donne sobrement rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut.